Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 12 août 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire d'analyser INJ. Je remets en jeu Rose contre Sui. C'est à vous de décider. Le commentaire qui viendra le plus gagnera l'analyse. Également, en fin de vidéo, je ferai la réponse à la question que j'ai sélectionnée de la vidéo précédente. Et on est bon. Je vous rappelle juste avant de commencer que c'est le dernier jour pour ceux qui sont encore sur Bybit, enfin l'avant-dernier jour, pour fermer vos positions et switcher de plateforme ou envoyer vos fonds sur une ledger, c'est important. Si vous résidez en France ou si vous êtes français, vous êtes impacté. Vous avez jusqu'à demain pour fermer vos positions, sinon elles vont se fermer toutes seules. Et également à envoyer vos fonds sur une autre plateforme si vous le souhaitez ou sur un ledger si jamais. Pour ceux qui veulent s'inscrire sur BitGate via notre lien partenaire, c'est possible. Vous aurez jusqu'à 8 000 $ de bonus de dépôt et 10% d'induction sur vos fees. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, vous cliquez sur ce petit lien, ça vous ramène sur cette page. Vous vous inscrivez ici, donc BitGate, ici vous cliquez et ça vous permettra d'avoir accès également au copy trading, à la formation gratuite et au VIP, en plus de ça qu'on a mis en place avec notre partenaire BitGate. Donc ça vous permettra de vous former gratuitement en plus de ça et d'avoir accès au copy trading. On fait un petit point copy trading d'ailleurs ici. Donc ce week-end, on a eu un TP sur Sol, on a eu un TP sur BGB et on a eu un autre TP sur Sol et un autre sur AR en Let's qui ont été fill, qui du coup auront leur TP ces prochains jours très probablement. Pour nous rejoindre, je le rappelle, c'est 100% gratuit. Sur cette petite page ici, vous cliquez sur rejoindre copy trading, vous mettez prénom, email, identifiant BitGate, vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous regardez cette vidéo ici, configurer le copy trading. C'est une petite vidéo dans laquelle je vous explique tout, où récupérer votre identifiant BitGate, comment configurer le copy trading sur votre compte, la gestion du risque, etc., etc. Alors, du coup, le Bitcoin qui ici, donc on s'est arrêté en H1. Pour ceux qui se souviennent, donc on avait vu ensemble qu'il fallait pas perdre ici cette zone d'inefficience, elle a été perdue et donc là on a un flux qui va être baissier ici en horaire. Ok, on a un flux qui va être baissier en horaire et pour moi la chose la plus importante c'est de regarder les autres unités de temps, qu'est-ce qu'elles nous disent et surtout le daily. Et lui le daily ici est en train de nous dire que ok, le flux là pas le flux dans sa globalité, ça c'est une jambe qui est baissière, on est bien d'accord. On a fait ce qu'on appelle du rebalancing, on est venu combler des inefficiences, comme cette grosse zone ici qui a été comblée parfaitement, vous voyez, la précision. Et le prix est en train de causer un rejet, ici ce qui est tout à fait normal. Après un retracement dans des zones d'inefficience, c'est pas rare d'avoir ici un rejet. Pour ceux qui se souviennent, on avait notre range, c'était sur la bougie de lundi qu'on avait cassé au nord ici. Et ce qu'on veut voir pour avoir une continuation haussière, c'est ne pas réintégrer le range de lundi, ici. Pour moi, il ne faut pas réintégrer cette bougie ici. Et également, on voit quoi? On voit ici une zone d'inefficience haussière qui s'est formée, là. Ok? Et là, on est en train de retester cette zone d'inefficience. Ça, c'est la zone qu'on est censé maintenir pour aller chercher un nouveau sommet, c'est-à-dire au-dessus des 62 700 $. Si jamais on perd cette zone d'inefficience ici, à ce moment-là, le prix aura probablement pour intérêt d'aller récupérer ces deux plus bas daily ici, c'est-à-dire sous les 54 500 $. Il faut savoir que cette zone d'inefficience s'étend jusqu'à 57 725 $. Alors c'est pas grave, on peut très bien mécher, etc. Mais il faut vraiment pas s'installer sous cette zone d'inefficience, ok? Également, ce qu'on peut remarquer sur le prix, et moi c'est quelque chose que je regarde assez souvent, c'est comment on a résolu les zones d'inefficience baissière précédentes, et on voit que ici, il y avait un gros morceau d'inefficience, là, donc juste là il y en a un, et si je fais ça il y en a deux, donc ça fait deux imbalances, et je vais prendre celle-ci, on voit qu'elle a été résolue au nord. Le prix a passé 1, 2, 3 bougies au-dessus. Donc maintenant, ça, c'est en train de nous servir de support, ici, de zone de rejet pour essayer d'aller plus haut, ok? Et également, ici, là, je vous ai montré, mais il y a cette zone d'inefficience haussière. Donc pour moi, là, on est dans une grosse zone où le flux, ici, cette jambe, pour moi, peut toujours être considérée comme une jambe haussière, qui aura pour objectif, à mon avis, d'aller chercher cette bougie vectorielle ici, qui a créé de l'inefficience également. Elle est très petite, mais elle se voit, elle est juste là. Et ça, le marché ira combler ça très probablement. Ce qui permettrait de former un sommet descendant. Et ensuite, si la dynamique est toujours baissière, de retourner dans une dynamique comme celle-ci, pour aller récupérer encore une fois un nouveau plus bas et aller travailler cette jambe d'impulsion ici qui n'a pas été bossée, qui pourrait être un objectif pour le prix. Ça, c'est si
on arrive à maintenir, comme je l'ai dit, la zone d'inefficience que vous voyez là en daily. Donc pour moi, ce qu'il faut attendre ici, c'est un changement du flux en horaire. Parce qu'en daily, là, le flux, il est bullish, ok, jusqu'à ce qu'on maintienne cette zone d'inefficience. Là, on est dedans. Et c'est intéressant. On a chassé quand même plusieurs lows daily. On accumule des sommets daily. 1, 2 ici. Donc là, il y a une petite chasse hier de ces 2 sommets daily, ce qui a permis de faire la jambe baissière. Mais on est dans une bonne localisation pour essayer maintenant là de retrouver de la force et essayer de repartir au nord. Également, en fonction de la clôture d'aujourd'hui, on formera une imbalance baissière ici. Alors là, je peux pas encore la dessiner parce que, vous voyez, la clôture, c'est dans 18 heures. Ça se trouve, on peut très bien mêcher aujourd'hui comme ça, il n'y aura pas d'imbalance. Hein. Mais ça sera à surveiller. Éventuellement, également, il faudra aussi s'affranchir de cette zone d'inefficience. Donc, pour résumer, en daily, on est dans une belle zone là pour essayer de trouver un creux ascendant qui nous permettra d'aller chercher un nouveau sommet et de continuer de retracer ce mouvement éventuellement. Je rappelle que la dynamique est toujours baissière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'instant, le marché, ici, enchaîne sommet et creux descendant. Sommet, creux descendant, sommet descendant, creux descendant, sommet descendant, creux descendant. Donc dans l'idée, même si on fait ça, ce serait de se dire qu'il y a plus de probabilité éventuellement de reformer un sommet descendant ici et de repartir bosser éventuellement plus bas pour venir bosser ses jambes ici. S'affranchir de ce sommet serait positif pour aller péter la TH. Et là, ça on verra, c'est dans plusieurs semaines si on le fait, je pense. Mais déjà, ouais, faut se concentrer sur cette phase de retracement. Et on a vu du spoofing sur Bitcoin ce week-end. Alors du spoofing, pardon, c'est quoi? C'est le fait de mettre des gros ordres sans avoir l'intention de se faire exécuter pour ramener le prix dans une zone spécifique. Je vous montre ça. Alors je sais pas si je vais pouvoir trouver, j'ai plus les outils pour lire les order books. On va aller sur CoinGlass. Normalement sur CoinGlass, je vais pouvoir vous montrer tout ça. On va aller dans Heatmap. Hop, super chart ici. On va attendre que ça charge un petit peu. Non, c'est pas ça. Super chart graphique. On va écrire Heatmap. Ah, mais c'est en français. Il est relou de se mettre en français. Hop. Là, si j'écris Heatmap, normalement, il va nous le trouver. Bon, sinon, c'est pas grave. Mais j'aimerais bien vous montrer ça quand même. Bon, le site a l'air de bugger pas mal en plus. On va écrire Heatmap CoinGlass. Non, pas liquidation Heatmap. On veut les ordres. Liquidity Heatmap. Perpétual. On va mettre en 1 heure. Ça arrive à charger. Bon, le site bug un petit peu, c'est un peu dommage. Alors, est-ce qu'on va pouvoir voir les ordres ici? On est bien sur le perp, c'était sur le perp de Binance. Voilà, ça charge. Normalement, vous allez voir plein d'ordres à la vente ici. Là, le temps que ça charge un petit peu. Donc là, en fait, si vous voulez, c'est les sell limits et les buy limits sur le prix. Voilà, c'est ça. Vous voyez ici, là, il y a quelqu'un qui a spoofé le prix ici, c'est-à-dire qu'il avait pour volonté à ce que le Bitcoin n'aille pas, en fait, plus haut ici. Et ça, c'est clairement ce qu'on appelle du spoofing, ok? C'est mettre des gros ordres pour influencer le marché, pour l'empêcher justement d'aller dans une direction. Et tu fais pas du spoofing pour rien. Généralement, tu fais donc, par exemple, quand on fait du spoofing à la hausse, où on met de faux ordres pour essayer de faire monter le prix, c'est parce qu'on a envie de filer des ordres plus hauts et de retourner le prix ensuite. Le fait ici d'avoir l'information qu'il y a quelqu'un qui a mis plein d'ordres ici, je pense, en tout cas c'est mon raisonnement personnel, au vu du volume massif qui a été exécuté ici, je vous rappelle que sur TradingView, vous avez un outil qui vous permet de mettre vos bougies en fonction du volume qui a été exécuté. Là, on a un record de volume sur le marché perp, sur Binance et sur les contrats dérivés, donc de tous les exchanges. Ce qui fait ici qu'on a eu une énorme absorption et qu'ici, il y a probablement la volonté de redistribuer les positions qui ont été absorbées plus haut. Ça, c'est juste pour des raisons de market making. Et du coup, le fait de voir justement que, comme par hasard, ici, on voit que il y a des ordres massifs, moi, ça m'invite à penser qu'on essaye de bloquer un maximum de shorts pour se servir de leur liquidation et de leur stop loss pour déboucler les grosses positions qui ont été absorbées ici. En gros, quand vous exécutez un short, quand vous allez le clôturer, ça va acheter au marché. Et donc, si on bloque plein de vendeurs sous ces zones de prix, ici sous les 62 000, tous ceux qui sont en train de shorter actuellement sont éventuellement de futures victimes pour qu'ils soient obligés de racheter leur short. Et que du coup, s'ils rachètent leur short, donc en fait, ça va acheter au marché, tout simplement, qu'en face, on ait
nos amis ici qui absorbaient toutes ces liquidations, qui puissent revendre les positions qu'ils ont prises justement grâce aux liquidations des vendeurs. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est ce qu'on appelle de la contrepartie et de l'absorption. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que sans market making et sans bot, sans algorithme, etc., faut savoir que là, sur ce genre de mouvement, le marché peut aller beaucoup plus bas parce qu'il y a tout le monde qui se fait liquider, il y a tout le monde qui se fait stopper. Ok. Donc pour éviter à ça, justement, le rôle du market maker, c'est d'acheter ces positions ici. Mais le market maker, à un moment donné, ces positions, il doit les fermer. Ok. Donc il peut prendre de la contrepartie sur du spot ou sur du marché option ou sur d'autres contrats, peu importe, mais à un moment donné, ces positions, ils vont les fermer. Et pour les fermer, il leur faut du volume acheteur. Et donc comment créer du volume acheteur? Faut bloquer le prix, forcer les gens à shorter pendant plusieurs jours, comme ça tout le monde short, etc. Hop, engendrer un short squeeze qui va mettre sous pression tous ces vendeurs, et le fait de faire ça permettra d'aller chercher des liquidations, et ici, tout le volume absorbé, ils vont pouvoir le redistribuer grâce aux liquidations des vendeurs. Ok, ça c'est une théorie, encore une fois, ça ne veut pas dire que le prix va faire ça. Et ce qui pourrait invalider cette théorie, c'est pour moi perdre cette zone d'inefficience. Et pour résumer, vu que le flux ici il est haussier en daily, pour moi, un signal haussier à nouveau sera le non-respect d'une inefficience baissière. Pour l'instant, on voit que le prix respecte toutes les inefficiences baissières qu'il est en train de former. Donc par exemple, ici, il y avait cette zone d'inefficience haussière qui a été cassée, qui est devenue un point de rejet. Vous voyez, on a été rejeté pas mal de fois. Ensuite, le prix ici a fait une imbalance baissière ici, donc inefficience baissière. Vous voyez la petite mèche, bam, hop, réjection immédiate. Ici, on a pareil une inefficience baissière qui pour le moment n'a pas été cassée. Et là, regardez, inefficience baissière également, hop, petite mèche dedans, rejet et boum, continuation baissière. Donc ce qu'on veut voir, c'est le non-respect d'inefficience baissière. Alors ça peut être celle-ci. Pour moi, si on casse cette inefficience baissière, en plus de ça, sachant qu'elle est vectorielle, à mon avis, le prix ici pourra se retourner. Et là, on ira chercher probablement un nouveau sommet au-dessus des 62 740 $. Tant qu'on ne casse pas cette zone d'inefficience, on peut essayer de continuer de baisser. Là, on voit également qu'on est en train de travailler cette zone d'inefficience vectorielle ici. Vous voyez comment c'est précis, mais hop, je vais vous tracer ça avec un rectangle, mais regardez comment le prix, et c'est pas anodin, hein, le prix qui est en train de bosser cette zone ici, vous voyez la précision, on est en train de travailler cette zone d'inefficience. Si jamais elle cède, le prix essaiera d'aller récupérer ces deux lots ici à 56 615 $. Ok. J'ai pas plus de choses à dire ici. Également en H4, vous voyez, là on est en train de bosser cette zone vectorielle, hein, également cette zone d'impulsion. Donc pour moi, on est vraiment dans une zone où le prix, là, faut qu'il essaye de se reprendre pour essayer de nous continuer la dynamique et d'essayer d'aller plus haut. Et le signal, parce que pour l'instant, il n'y a toujours pas de signal, hein, pour l'instant, le flux il est toujours baissier en H1. Un bon signal serait le non-respect d'une inefficience, et là, en l'occurrence, ce serait la dernière. Ici, sachant qu'en plus de ça, elle est vectorielle. Donc casser cette zone d'inefficience, pour moi, sera le signal que, ok, Bitcoin, là, il est prêt à aller récupérer les stops au-dessus de ce sommet et à continuer son mouvement haussier. Et continuer d'aller bosser là, toutes ces inefficiences baissières qui n'ont pas été retravaillées et tous ces sommets qui n'ont pas été retravaillés, qui à un moment donné le seront, parce que je pense qu'il y a plein de gens, tous ceux qui shortent là, sont en train de foutre leur stop au-dessus de ces sommets. Et vu le volume absorbé ici, je pense que ça arrangerait pas mal au niveau du market making pour aller exécuter un petit peu de liquidation short pour fermer un petit peu de positions qui ont été absorbées sur les lots. Fini pour Bitcoin, on fait un petit peu un calendrier éco, c'est important. On a pas mal de news, donc demain, Core PPI, PPI, c'est hyper important. Mercredi, encore plus important, Core CPI, CPI. Alors là, ça va bouger fort sur les marchés mardi, mercredi. De grosses news éco. Également jeudi, inscription au chômage. Donc ça, c'est tous les jeudis. Ça devient important, les inscriptions au chômage. Demain, je vous ferai un petit point macro au niveau de la récession, etc. Pour qu'on puisse faire un petit point dessus. On a aussi retail sales, bon ça on s'en fout un petit peu. Donc surtout mardi, mercredi au niveau des news éco, ça va être pas mal chargé. Et si on a un retournement du prix, ça devrait s'opérer, je pense, mardi ou mercredi. Car on a les news éco probablement qui pourraient initier un reversal du prix sur cette jambe baissière. S'il y a un reversal qui se met en place. Ok. Pour revenir sur ETH, avant de passer à l'altcoin du jour qui était INJ. ETH, ici on va attendre que ça charge un petit peu. Hop. Alors ETH, lui, il était venu chercher, vous vous souvenez, son plus haut de lundi, juste là. Et là, on a eu une petite réintégration, donc on a eu un petit rejet ici. Si on regarde en daily, vous voyez, hop, petite prise de stop. On est venu dans cette imbalance baissière là qui est vectorielle. On s'est fait rejeter ici. Et on avait la cassure également de cette inefficience baissière qui là est en train d'être travaillée. Alors je peux pas encore dire que c'est bon, c'est cassé, ok, parce que la bougie aujourd'hui peut très bien clôturer comme ça dans le vert. Hein. Et également ici il y a une toute petite, si je dis pas de bêtises, voilà, toute petite imbalance haussière. Donc pour moi là on est en train de bosser ça. Si le prix grosso modo perd cette zone ici,
donc là, vous voyez, on est en plein dedans. Si le prix perce cette zone sur ETH, là, il faudra s'attendre éventuellement à un retravail de toute cette impulsion haussière et le point d'intérêt du prix, ce sera de venir récupérer ces deux plus bas daily ici, sous les 2304 $. Donc ça, c'est si Bitcoin également perd son inefficience haussière. Donc là, on est sur des niveaux importants, que ce soit sur Bitcoin et sur Ethereum. Ethereum, il a un peu la gueule, hein, honnêtement, d'un asset qui a consolidé, qui a pris les stops et qui a envie maintenant d'aller chercher au sud. Mais c'est pas le cas de Bitcoin. Alors, est-ce que c'est Ethereum qui nous dit la vraie direction? Bon, ça, on verra bien. Pour moi, tant qu'on perd pas cette zone d'inefficience, il n'y a pas à s'inquiéter. Si on la perd à ce moment-là, je pense qu'on viendra rebosser cette mèche et qu'on viendra récupérer ces deux plus bas daily ici. Également, je rappelle, Bitcoin a fermé, a bouché son gap. Bitcoin ici est revenu travailler hein, le gap ici. Alors là, il y a un gap baissier qui s'est ouvert, qui sera rebouché aussi probablement. Ce gap également ici, là, a été comblé. Donc on n'a plus de gap sur Bitcoin Future, mais sur Ethereum Future, on a encore nos gaps ici. Là, sur Ethereum Future, il y a un énorme gap des 2764 aux 3000 $. Ça sera comblé. Surtout des gros gaps comme ça, il y a très peu de probabilité de laisser un gap énorme comme ça. Alors, on ne sait pas quand est-ce qu'il sera comblé. Ok, le marché peut très bien là aller faire continuation baissière et puis aller nous combler ça plus tard. Mais ouais, je me dis que ce serait quand même peu réaliste de ne pas combler ce gap ici, honnêtement, assez rapidement, sachant que Bitcoin l'a fait, donc pourquoi Ethereum le ferait pas? Bon, ça on verra bien, ok. Retenez bien surtout là, cette zone que je viens de vous indiquer. Je sais pas pourquoi ma connexion bug ce matin. Retenez bien cette zone ici, là. Que je vous ai donné, donc en gros jusqu'au 2500. Pour moi, vraiment, les 2550 $, ça va être important. Vraiment s'installer sous cette zone, ça pourra nous indiquer la chasse de ces deux lots ici. J'ai pas fait un point sur la clôture weekly sur Bitcoin, mais sur Ethereum, ici, on voit la formation d'une inefficience baissière qui vient de se former. Ok, mais regardez-moi toutes ces inefficiences qu'on a à bosser qui correspondent au gap. Pareil, ça appelle le marché à être comblé pour faire ce qu'on appelle du rebalancing, pour ensuite faire de la continuation baissière. Malheureusement, voir un marché qui ne respecte plus ses imbalances haussières, c'est-à-dire que là, par exemple, il y a eu une impulsion haussière, une imbalance haussière qui avait maintenu le prix mais qui a été cassée, transformée en imbalance baissière, et également ici, cette imbalance haussière qui a été cassée et qui a été transformée en imbalance baissière, enfin sous laquelle on forme de l'imbalance baissière, ça c'est une caractéristique du price action baissière ici en weekly. Donc ce qui serait probable pour moi, c'est tout simplement de faire ça, ok, et d'aller bosser un petit peu plus ces jambes haussières ici qui appellent le prix, peut-être cette fin d'été ou au dernier trimestre de l'année si on n'a pas un trimestre bullish éventuellement. Mais en tout cas, j'estime qu'il y a peu de probabilité de laisser ces gros morceaux ici d'inefficience ouvertes, surtout qu'elles sont vectorielles, qu'elles appellent Ethereum à être retravaillées en fait, tout simplement. Et pour revenir ici en horaire, on voit que pour l'instant, sur le flux, ici, là, cette zone d'inefficience a été pétée, on le voit, il y en avait deux ici. Hop. Donc pareil, cette zone d'inefficience a cédé. Elle a cédé, on est revenu tester, on n'a pas réussi à se réinstaller au-dessus, on est repassé dessous. Cette zone d'inefficience a cédé également, et on voit que le prix respecte les imbalances baissières. En tout cas, ici on a des imbalances baissières qui sont toujours ouvertes, mais le prix ne les a pas recassées. Et également ici, alors là, on a de l'imbalance baissière, on n'y est pas revenu. Là, on avait une imbalance baissière, on est revenu la boucher, on a fait une continuation baissière. Donc pareil, un bon signal sur Ethereum pour nous dire, ok, je suis prêt à repartir au nord. C'est maintenant de casser des imbalances baissières. Ça serait un bon signal. Et voyez, là, on est en train de rebosser. D'ailleurs, là, on avait un breaker qu'on est revenu tester, ici. Donc ça, pour moi, c'est une grosse zone. Là, pour moi, Ethereum, il est sur une zone de bottom. Si vraiment il ne se retourne pas ici, on perdra cette zone d'inefficience, on perdra le breaker. Et à ce moment-là, je m'attends à ce que le prix revienne probablement tester cette jambe d'impulsion ici dans les 2360, 2400 $. Donc pour moi, il faut absolument maintenir cette zone-là des 2525, 2550. C'est la zone d'aujourd'hui à maintenir pour prendre à contre-pied tout ce flux vendeur ici, si jamais c'est pas le cas. Là, je m'attendrais vraiment à ce qu'au moins on aille chercher le prochain point d'intérêt sous les 2407 $. Ça sera le prochain objectif du prix. Et pour finir, on parle de INJ ici. Alors, INJ, malheureusement, on est toujours dans un flux qui est baissier. C'est-à-dire qu'on a eu une phase haussière, ok, et le prix, il a fait ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire, déjà, premièrement, ici, on a eu une phase de consolidation, manipulation, expansion baissière. Donc ça, faut savoir que c'est une pattern de distribution ici. Le prix a rangé. Il est parti faire une prise de stop au nord à la fin. Donc en fait, on a accumulé un maximum de shorts qu'on a défoncé et ensuite on a reverse le prix en défonçant les acheteurs. Ensuite, il se passe quoi? Le prix ici
crée des grosses jambes baissières, mais laisse des petites inefficiences derrière lui, qu'il est venu combler juste ici avec un rejet et une nouvelle continuation baissière. Mais ça, on le verra mieux en daily. Là, on voit que depuis ce gros rejet, le prix respecte parfaitement les inefficiences baissières. Là, par exemple, on voit qu'il y a une imbalance baissière ici qui est petite et une grosse ici qui est vectorielle. Le prix est venu faire quoi? Il est venu combler tout ça. Rejet, nouvelle continuation baissière. On fait la même chose sur ce rebond ici d'ING. On prend, il y avait de l'imbalance ici, là. C'était la dernière imbalance qu'on avait laissée. Regardez-moi à la perfection. Et hop, réjection ici, reversal. Ensuite, le prix refait des imbalances baissières. Là. Donc là, ça, pas ici, parce que ça se verra sur d'autres unités de temps, peut-être en 12 heures, si je le forme. Mais en tout cas, on a des rejets qui sont assez forts ici. Et là, petite inefficience ici, là. Là, c'est comblé, rejet également. Si je repasse en daily, hop, juste ici, on voit que pour l'instant, la dynamique est bel et bien baissière. Okay, le marché enchaîne toujours des plus bas et des sommets plus bas que les précédents, donc des creux descendants et des sommets descendants. Également, on voit que sur cette jambe baissière ici, on a laissé un paquet d'inefficiences. Alors, je vais tout vous dessiner d'un coup, hein, je ne vais pas les mettre une par une, mais grosso modo, c'est de se dire que le prix là est en train de faire ce qu'on appelle le rebalancing ici. Okay, le prix fait le rebalancing, c'est-à-dire de revenir travailler les inefficiences baissières qu'il avait laissées sur cette jambe baissière ici. Et ce qui est le plus probable, encore une fois, ce sera de faire hop et hop. Pourquoi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, la dynamique de ING est baissière et qu'on s'est arrêté avant des points d'intérêt assez importants. Alors, je ne sais pas s'ils ont été chassés ou non. Est-ce qu'en weekly, je sais qu'on avait une grosse conso? Non, et cette zone de conso a été chassée, donc là, ça opère un beau rebond. Mais à mon avis, le prix sera motivé là pour aller bosser cette jambe haussière qui a été vectorielle. Je pense que ING finira par trouver un creux, enfin, peut éventuellement trouver un bottom dans cette dernière jambe d'impulsion ici, qui permettrait d'aller chercher là, hop, les plus bas de cette consolidation ici, qu'on n'a pas encore chassé. Vous voyez, on n'a pas chassé toute la consolidation. Donc là, en daily, ça se verra un petit peu mieux. Voilà, toute cette conso n'a pas été chassée. Donc je pense que ce qui attend ING, c'est malheureusement un rebond pour combler ses inefficiences et faire une continuation baissière. Et là, il y a une très très bonne zone pour trouver un bottom ici, à mon avis. Parce que c'était cette ancienne phase d'accumulation, premièrement. Donc au niveau de ces sommets, au niveau de ces swing high, je ne serais pas étonné de trouver un ING qui peut bottom autour de, là honnêtement, à peu près les 9 $. Autour des 10 $, je pense que ING peut trouver un bottom. Alors oui, ça veut dire qu'encore une fois, il pourrait baisser quelques fois. Mais je pense que plus le temps passe, plus on s'approche éventuellement d'un bottom dans cette grosse zone d'impulsion. Au niveau du seuil médian, au niveau des 10 $, au niveau de ces swing high ici également. Donc franchement, 10 $, ça m'a l'air d'être une bonne zone sur ING. En termes de retracement, il faut savoir que les altcoins, généralement, elles retracent entre 78,6 et 88,6. Là, voyons, on serait également dans la zone 78,6, 88,6 ici. Et ça correspond également à cette zone de prix. Donc pour moi, le bottom, franchement, il serait entre 10 et 7 $ sur ING. En tout cas, une fois qu'on arrive dans ces niveaux, si vous avez des convictions haussières sur ING à long terme, c'est des zones de prix pour moi qui s'achètent tout simplement. Alors je dis pas qu'il faut faire un DCA sur ING, je l'ai toujours dit, mais pour moi le DCA sur les altcoins c'est pas une bonne chose à faire parce qu'on n'a pas un historique assez gros d'alt qui survivent. Hein. Bitcoin, Ethereum, le DCA ok, Solana maintenant ça peut être ok parce qu'il aura son ETF probablement vu que ça a été accepté au Brésil, les États-Unis vont l'accepter également. Donc en dehors de Bitcoin, Ethereum, Solana, pour moi le DCA c'est une erreur. Faut pas DCA, faut pas accumuler des mois et des mois un actif qui perd de sa valeur. Alors on peut acheter en limite, mettre des ordres d'achat dans des zones qui nous intéressent, mais c'est bon, une fois que vous avez acheté, vous achetez, soit vous avez raison et le prix dans plusieurs mois il se retourne et vous ferez de l'argent, soit vous avez tort et au lieu d'accumuler une position qui fait que baisser et d'ajouter du risque sur une position qui fait que baisser, vous êtes tranquille. Par exemple, vous avez 500 $, vous dites ok, moi je vais investir 500 $ sur ING, mon capital ça me représente, allez, on va dire 2% de mon capital, je mets 500 $ sur ING, ok, mettez 500 $ ici dans cette zone ou étalez par exemple 200, ou par exemple l'inverse, plutôt, je vous recommanderais plutôt de faire comme ça, 100 $ ici, peut-être 200 $ ici, et ensuite encore 200 $ ici, ok, mais ça c'est pas un DCA, c'est juste vous avez identifié une zone de prix qui vous intéresse, vous mettez des buy limits, si le prix les exécute, ok c'est bien, mais un DCA c'est toutes les semaines ou tous les mois, vous faites que d'acheter un truc qui baisse, et en fait vous accumulez une position qui baisse, et vous mettez encore plus de risques sur un asset qui baisse, c'est pas ce qu'il faut faire, surtout sur les altcoins, puisqu'on ne sait pas, ça se trouve ING... Là, il a eu un cycle et il n'en aura plus. Enfin, ça se trouve, il va faire ça.
Il va faire comme les altcoins de 2020-2021, enfin de 2017 en 2020-2021, elles ont fait ça, elles n'ont plus jamais refait de cycle haussier et là elles sont là actuellement. Voire même certaines, elles sont encore plus bas. Je pense à des assets comme Dash, etc., etc. Voilà, des trucs comme ça qui en 2021 ici ont fait un gros rebond, mais là à cette heure-ci, elles sont encore plus bas que les bottoms de 2020 et les altcoins comme ça sont en train de mourir. Enfin, elles trouvent plus du tout d'intérêt. Donc ça, faut éviter. Donc là, quelqu'un, vous imaginez, qui a fait que du DCA ici, ça se trouve, là, il est repassé à break-even, il a encore DCA, il est encore en train d'accumuler une position perdante. Ça sert à rien du tout. C'est pour ça que c'est à éviter. Vous identifiez vos zones d'achat, vous programmez votre risque de base. Ok, moi je mets 200 balles là-dessus. Ok, vous mettez vos buy limits à un certain prix et vous attendez d'être exécuté. Et ensuite, c'est le marché qui vous donnera raison ou tort. Mais ça sert à rien de rajouter encore plus d'argent sur un asset qui fait que baisser. Parce qu'il y a des milliers d'altcoins, peut-être même des millions maintenant, et de trouver le bon narratif au bon moment, c'est compliqué. Et ça, c'est ce qui permet de faire de l'argent, d'être sur les bons narratifs au bon moment. Mais d'accumuler des assets qui ont pumpé pendant les anciens narratifs, mais qui ne correspondront plus aux futurs narratifs. Parce qu'encore une fois, il y a des coins qui sortent tous les jours. Et tous les jours, on peut faire mieux qu'ING fondamentalement, tout comme on peut faire mieux que n'importe quelle crypto-monnaie. Ça, c'est un truc à prendre. On évolue maintenant dans un marché qui va super vite avec des crypto-monnaies qui sortent tous les jours, des nouveaux narratifs, des nouvelles technologies développées, les nouvelles choses qui intéressent les investisseurs. Et ça, faut savoir trader en fait dans le sens de la tendance sur les bons assets. C'est pour ça que pour moi, accumuler des assets qui font que baisser, j'en ai déjà parlé dans la formation gratuite également, c'est pas une chose à faire et je maintiens cet avis que c'est pas du tout une chose à faire. Et pour les objectifs haussiers, pour ING, le jour où il aura bottom, donc imaginons s'il arrive à refaire un cycle haussier qui s'impose comme grosse capitalisation, je pense que le bottom il se trouvera dans cette impulsion ici. Donc allez, je vais simuler un bottom ici à 9$, légèrement sous les 10$, histoire de faire paniquer pas mal de gens. Les objectifs haussiers, en cas de nouveaux cycles haussiers, à ce moment-là, ça serait sur une extension qui peut aller de 80$ à 97$. Donc là, si j'investis ici, je programme ensuite un plan de revente progressif et je dirais que je peux le programmer jusqu'à 100$ à peu près. Parce que si vous achetez là mais que vous savez pas prendre vos profits et que vous pensez toujours que ça va aller plus haut, là je pense qu'il y en a plein qui ont acheté du ING genre à 24 balles, qui n'ont pas revendu quand c'était à 40 ou à 50 et qui là sont en train d'accumuler une position perdante alors que pendant plusieurs semaines ils étaient en gain. C'est important aussi de préparer, c'est bien de savoir acheter, mais il faut aussi préparer son plan de revente. Et le plan de revente il est assez simple, c'est de mettre des paliers au nord. Plus ça monte, plus vous vendez, parce que vous avez acheté bas et les gens qui sont en train d'acheter haut, vous leur revendez, parce qu'il y a de grandes chances que ce soit eux qui se fassent attraper et piéger. Et que vous soyez en train de vendre sur eux, tout simplement. Du coup, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Ah, pardon, je réponds à la dernière petite question avant. J'avais oublié. Donc, j'ai une question. Quel est l'intérêt de mettre des stop-loss si ça revient à se faire liquider quand il y a une grosse baisse et donc sauter la possibilité que ça remonte plus tard? Alors, pourquoi mettre des stop-loss? Alors, si vous achetez sur du spot, le stop-loss, ça peut se comprendre de ne pas le mettre. Ok? Pourquoi? Parce que si votre but, c'est d'accumuler un actif, vous n'allez pas rendre l'actif que vous avez accumulé au marché. Encore une fois, il faut faire ça sur un actif dans lequel vous avez confiance, pas sur un altcoin top 800. Ouais, j'y crois à la mort, ça va un jour ça péter. Non, moi je pense que ça peut se faire sur Bitcoin, Ethereum, Solana. Donc acheter du Bitcoin, Ether, Solana en spot sans stop loss, ça peut se faire parce que des fois il y a des mèches de liquidation qui peuvent vous invalider, comme ici. Et ça se trouve là, on ne sait pas, mais le Bitcoin il va consolider, va remonter là. Et tous ceux qui étaient sur contrat dérivé se sont fait stopper ici, alors que le Bitcoin dans 6 mois il est à 100 000$ par exemple. Ok. Alors que ça sur du spot, vous vous en foutez. Vous savez que vous avez de la croyance qu'un jour ça ira plus haut que par exemple 100 000$ et que tout ce qui est sous les 60 000, vous trouvez que c'est intéressant, on va vous acheter. Maintenant, sur les contrats dérivés, c'est différent. Sur les contrats dérivés, les gens sont obligés de mettre des stop-loss parce que s'ils ne le font pas et que le prix va trop bas, on va activer ce qu'on appelle leur liquidation. C'est-à-dire qu'en gros, l'exchange liquide la position parce que la personne ne peut plus rembourser l'exchange. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous prenez une position à levier, vous avez de la marge. Si votre marge est atteinte et saturée à 100%, l'exchange est obligé de liquider votre position parce que sinon vous allez lui devoir de l'argent et ça, ce n'est plus possible. Ça n'a jamais été possible en crypto. En marché traditionnel, ça a été possible fut un temps, mais ça a été banni en Europe, aux USA, etc. Alors, je sais pas si aux USA c'est le cas, mais je sais qu'en Europe, c'est plus possible. Donc, en fait, ce que font les brokers, c'est qu'une fois que vous pouvez plus les rembourser, entre guillemets, ils liquident vos positions. Et donc, c'est important d'être un stop-loss sur une position à contrat dérivé parce que si jamais ça va au-delà, par exemple, vous achetez et vous pensez que là, Ethereum, il peut pas chuter, vous l'achetez à levier et la position commence à baisser et là, vous commencez à vous rendre compte que la perte que vous allez avoir commence à être trop importante et vous n'allez pas être capable de fermer cette position, ce qui va se passer, c'est que vous allez espérer que ça remonte. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le prix va probablement se diriger vers votre liquidation. Parce que l'erreur que vous faites, vous êtes probablement des milliers, voire des centaines de milliers à la faire.
Et l'intérêt du marché se retrouve à liquider des centaines de milliers de gens. Et donc c'est pour ça que mettre un stop loss c'est important, ça permet de couper l'hémorragie le plus rapidement possible. Et c'est pour ça qu'à chaque trade que vous lancez, vous devez programmer un stop et être d'accord avec la perte. Quand on met un stop loss, on doit être d'accord avec la perte, parce que c'est bien de mettre un stop loss, mais si ça représente 20% de votre folio et que vous n'êtes pas capable d'activer votre stop loss, à ce moment-là, vous risquez une perte plus importante. Donc c'est pour ça que le stop loss c'est obligatoire sur contrat dérivé. Sur spot, c'est pas obligatoire si vous cherchez justement à accumuler une position, que vous avez des convictions à long terme et de vous dire pourquoi je vais invalider à 50 000. C'est plutôt une position que je vais essayer d'accentuer parce que j'y crois à long terme et que j'ai envie de m'exposer plus sur cet asset. Donc pourquoi je vais activer un stop loss. Et ensuite, donc on voit vraiment l'intérêt. Voilà. Donc c'est pour ça. Sur les dérivés, on met un stop loss tout le temps, parce que sinon on risque la liquidation, et la liquidation c'est soit la liquidation de la position, ça si vous avez mis la marge en isolé, si vous avez mis la marge en croisé sur les exchanges, c'est la liquidation du compte futur. Donc il y en a qui ont tous leurs fonds en futur par exemple, qui vont se faire liquider tous leurs comptes et c'est arrivé à plein de gens. C'est pour ça que le stop loss en dérivé c'est important, et sur le spot, pas de stop loss si vous le voulez. Encore une fois, moi je dirais que ça c'est que sur Bitcoin et Ethereum, parce qu'on sait qu'à long terme ils sont haussiers, si on regarde les graphiques à long terme ils sont haussiers, font des sommets environ tous les 3-4 ans, et si c'est une position que vous voulez accumuler, je comprends. Par contre, si vous faites ça sur un altcoin, je prends un exemple bidon, tiens, demain on va peut-être analyser Rose ou Suisse, à vous de décider. Là, quelqu'un qui met pas de stop loss sur un asset comme ça, c'est clairement un asset qui, ça se trouve, là, est en train d'essayer d'aller faire des plus bas, j'en sais rien, et vous vous retrouvez à accumuler une position baissière et qui perd de sa valeur, et ça sert à rien. D'où justement l'intérêt de mettre le stop loss. Comme ça, ça vous coupe l'hémorragie, et quelqu'un qui, par exemple, a accumulé, je sais pas moi, qui a rentré sur Rose ici, qui a foutu son stop loss là, je pense que là, il est bien content d'avoir pris sa perte parce que sinon, il aurait pris une perte beaucoup plus importante. Et ça, c'est un truc que sur Bitcoin, on peut ne pas faire parce que le Bitcoin, même si tu l'as acheté à 50 000 $, par exemple, je sais pas, on prend quelqu'un qui n'est pas rentré top, là, qui est rentré là en décembre 2021, même s'il a attendu 3 ans, plus tard, il était en gain à un moment donné. Alors, bien sûr, je dis pas qu'il faut pas mettre de stop loss, hein. Ça dépend de votre profil. Si vous avez mis all-in ici, bien sûr, il faut mettre un stop loss si vous n'avez pas une conviction d'accumulation. Mais là, quelqu'un qui achète ici, pourquoi à un moment donné, il va stopper sa position? Vous voyez, si on est dans une forme d'accumulation, si on fait du DCA sur Bitcoin, parce qu'on a des convictions à long terme, pour le Bitcoin, c'est OK. Mais si par exemple, vous êtes en train de me dire, tonton, il dit, il faut pas mettre de stop loss, allez hop, je vais all-in Bitcoin ici. Non, je parle pour ceux qui mettent du cash régulièrement et qui veulent se construire une position à long terme. Ça, c'est différent. Un peu comme un Michael Saylor, par exemple. Du coup, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez la possibilité de rejoindre l'école, de rejoindre le copy trading. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Ensuite, ça vous ramène sur cette page. Donc là, c'est tout ce qui est copy trading. Là, vous avez aussi la possibilité de rejoindre le Discord. Et puis, vous avez aussi la possibilité de rejoindre l'école de trading si vous le souhaitez. Donc, ça commence à partir de 49 € par mois. C'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui vous sont proposées, qui sont moins chères. Tout simplement, et vous allez avoir accès au brief privé tous les jours que je fais avec les élèves, accès au Discord, accès également à la formation qui vous sera envoyée par mail, avec laquelle vous pouvez vous former. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le Discord directement, il n'y a pas de souci, on est là pour vous répondre. Vous avez tout le détail de l'école sur cette page directement. Vous avez également une vidéo qui vous présente l'école. Vous avez également ici les avis des élèves si vous souhaitez les lire. Voilà, vous avez tout disponible sur cette page. Je vous souhaite une bonne journée, un bon début de semaine, on se retrouve demain. Ciao, ciao.